Voilà. Oui. Vous m'écoutez là? Désolé, il y avait une interruption. Vous me confirmez, s'il vous plaît? Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Vous me confirmez, s'il vous plaît? Très bien, parfait. Donc, on continue la napate. Donc, macroscopiquement, on a les formes végétantes, qui est l'apanage du côlon droit. On a la forme infiltrante, sténosante, l'apanage du côlon gauche. Et on a la forme ulcéreuse qui peut être associée aux deux autres lésions précédentes. La différenciation cellulaire, c'est donc l'apparence de la cellule maligne donc par rapport à la cellule originale. Bien différenciée, ça veut dire qu'il y a une véritable semblance. Et plus la différenciation, donc elle se démarque, donc plus le pronostic, bien entendu, est mauvais. Donc quand il s'agit d'un cancer indifférencié, ça veut dire que donc c'est un cancer de mauvais pronostic. On a aussi donc le colloïde muqueux ou bien le mucineux. Là, il y a une exaltation de la sécrétion muqueuse. Les autres sarcomes, les carcinoïdes, on est obligé de faire un peu vite là. C'est impossible de respecter le temps comme ça. On va passer. Alors, l'extension, c'est important. On a l'extension dans la paroi codique, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse et les organes de voisinage. Et dans la lumière codique, c'est-à-dire par exemple un cancer du sécom qui peut s'étendre vers le cancer, vers l'angle codique droit, et aussi dans les organes de voisinage. On a aussi donc l'extension lymphatique. On a aussi l'extension lymphatique quand le cancer atteint la sous-muqueuse. Donc c'est à partir du T2, la T3. Donc l'extension ganglionnaire se fait de proche en proche, c'est-à-dire elle va commencer donc des ganglions épicodiques, paracoliques, intermédiaires, principaux, vers donc, les ganglions centraux. Oui, l'extension aussi peut être vineuse, ce qu'on appelle les emboles vineux. Donc, on avait vu tout à l'heure la veine porte qui est donc le tuyau qui ramène donc du sang digestif vers le foie. Et donc, malheureusement, c'est via la veine porte que les métastases hépatiques se feront. On a aussi ce qu'on appelle l'engainement périnerveux aussi. Donc, euh, qui peut être responsable des récidives et des métastases à distance. Les métastases, retenaient pour le cancer du côlon et même pour tous les cancers digestifs que le foie est le premier euh, foyer donc métastasé, deuxièmement pulmonaire. Osseuse et cérébrale, c'est vraiment exceptionnel. Deux éléments qu'il faut donc les retenir. Quand il s'agit de métastases synchrones, c'est-à-dire que les lésions sont découvertes au moment du diagnostic du cancer, et les métastases méta, ça veut dire à distance. Métacrone, ça veut dire que les méta à distance donc de la chirurgie du cancer. La classification TNM, donc qui est la classification qui permet de classer le cancer, de le stadifier en fonction du T tumor, c'est-à-dire les différentes couches donc de la paroi colique. Le N, nodes, c'est les ganglions, et le M, c'est les métastases. Hein. Il y a des autres classifications du DUX ou bien donc sont abandonnées. Donc on travaille que avec la classification donc de TNM. Donc on va très bien ici, par exemple,
infiltration de la muqueuse, par exemple le carcinome in situ. Par la suite, donc la sous-muqueuse, c'est le T1, la musculeuse, c'est le T2, etc., etc. Les ganglions de même, donc on a le N1, le N2, et les métastases, c'est les métastases à distance, hépatiques et pulmonaires. Par contre, il y a des ganglions, mais quand ils sont infiltrés, ce sont des métastases, ne représentent pas le N. Donc, ils représentent le M. Par exemple, si on trouve un ganglion susclaviculaire gauche, ça veut dire que c'est un M1, pas N. M, métastase, ce n'est pas le NODS. Pourquoi? Parce que le ganglion de Troisier, c'est le drainage lymphatique ultime. Ça veut dire que c'est un stade terminal. Si on trouve un cancer du côlon ou digestif, peu importe, avec un ganglion susclaviculaire gauche positif, ça veut dire que c'est un stade terminal, c'est un stade 4. Ce sont des métastases. Donc, par la suite, il faut classer selon les stades. De toute façon, c'est un peu spécialisé. Le T, les premiers stades précoces donc, sont représentés par les T. Par contre, le N et le M sont donc 0, 0. À partir du stade 3, c'est là où les ganglions deviennent positifs. Et le stade 4, c'est le MA. Donc, il y a des métastases. La différence entre MX et M0, donc M0, on est sûr qu'il n'y a pas de métastase hépatique. Par contre, le MX, donc on a un doute, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de métastase. Quand on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de métastase, on met le X. Est-ce clair? On passe au diagnostic. Alors, le diagnostic, il est très simple, mais il est un petit peu complexe. Pourquoi? Parce qu'on passe à côté, on banalise les signes. Il y a la douleur abdominale, les troubles du transit et les hémorragies digestives. Alors, la douleur abdominale, on commence par les troubles du transit. Normalement, un sujet qui a donc un rythme régulier donc de défécation, donc il va à la selle quotidiennement, rythme régulier, et commence à perturber son rythme, que ce soit avec des diarrhées, que ce soit avec des constipations, et bien entendu d'une manière chronique, c'est-à-dire plus de 21 jours, plus de 1 mois, 2 mois, et le malade est constipé, ou bien il fait une alternance constipation-diarrhée. Ah, l'alternance constipation-diarrhée, donc c'est un signe très évocateur d'un obstacle néoplasique. Pourquoi constipation et diarrhée? Donc, quand la tumeur augmente de taille, elle va fermer la paroi ou bien la lumière intestinale. Et donc, le malade ne pourra pas aller à la selle pendant quelques jours. Donc, et par la suite, il y a juste des liquides qui passent. Donc, il y a de la diarrhée. Et le malade, malheureusement, il se sent toujours une évacuation incomplète parce que donc, les matières fécales solides sont donc emmagasinées en amont de la tumeur. Il n'y a que les liquides qui passent. Donc, alternance, constipation, diarrhée, il faut faire très attention. Là, il faut demander une coloscopie. Rien à dire. La douleur abdominale, et par la suite, je passerai à l'hémorragie. La douleur abdominale. La douleur abdominale, parfois, se forme de pesanteur, gêne, distension. Donc, ce n'est pas très spécifique. C'est pour cette raison qu'on donne un traitement symptomatique. Voilà, monsieur, madame, vous avez peut-être le côlon. Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les traiter, mais à condition, vous devez coloscopie, pas colposcopie, c'est la colonoscopie. Donc, on parle de colonoscopie, on verra ça dans les traitements, dans les examens paracliniques. Colonoscopie. Colonoscopie, ou bien coloscopie. Coloscopie, c'est en English, c'est en anglais. Ou bien colonoscopie. Donc, la douleur, oui, c'est une symptomatologie un peu vague, etc. Mais il y a des douleurs qui sont un petit peu très alarmantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Koenig. Le malade va faire des douleurs abdominales intenses. Par la suite, donc, elle va faire donc paroxystique, douleur abdominale intense, paroxystique. Par la suite, une période de sédation. Et enfin, une débâcle diarrhéique. Ça veut dire qu'il y a un obstacle, le côlon va lutter contre cet obstacle, et par la suite, on aura une diarrhée. Ça, c'est le syndrome de Koenig. Il faut faire très important, faut être très vigilant là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Ça peut être une tumeur ou ça peut être aussi une maladie de Crohn ou autre chose. Mais il y a un obstacle organique. Donc, qui fait donc un petit peu la banalité des choses, c'est les troubles du transit
et les douleurs abdominales. Donc là, par exemple, on verra ça dans le dépistage, douleurs abdominales, donc colique, de type colique, ou bien des troubles du transit chez un sujet de 40-50 ans, demandez une coloscopie. Maintenant, oui, vous pouvez traiter symptomatiquement, mais vous devez demander une coloscopie. Pourquoi? Parce que l'âge, on verra ça dans les facteurs de risque, l'âge de 45 ans, 50 ans, c'est un facteur de risque. Donc, douleur abdominale de type colique ou bien du trouble du transit chez un sujet qui avait auparavant un transit normal avec un âge, à l'âge de 40-50 ans, vous devez demander une coloscopie. Maintenant, les hémorragies, elles sont toujours alarmantes. Quand il y a une hémorragie, le malade s'alerte et le médecin aussi. Donc là, il n'y a pas photo. Le médecin demande d'emblée une coloscopie, une colonoscopie. Mais il y a des hémorragies, ce qu'on appelle microscopiques, ce qu'on appelle donc hémorragie distillante. Et là, généralement, donc, ce sont des malades qui font de l'anémie. Donc, anémie, chez un sujet plus de 50 ans, il faut demander une coloscopie. Ça peut être un cancer. Voilà. Donc, il ne faut pas analyser juste la douleur abdominale ou bien les troubles du transit. Il faut analyser le tout. Par exemple, l'âge, les antécédents. Donc là, si vous avez des antécédents dans la famille ou bien un âge de plus de 40-50 ans, là, vous devez donc explorer ce malade. Donc, les hémorragies digestives, ça peut être de la rectorragie quand il s'agit d'un côlon gauche, ou bien des mélinas quand il s'agit d'un côlon droit, ou bien de l'anémie liée à une anémie microscopique. Il y a d'autres aussi. À l'examen clinique, on peut voir une masse au niveau de la fosse iliaque droite. Ça peut être un cancer du sécom ou bien une masse au niveau de la fosse iliaque gauche. Ça peut être un cancer de la boucle sigmoïdienne. Donc, c'est une masse qui est solide, parfois mobile, mais quand elle est immobile, ça veut dire que la masse elle a pris du volume et elle est adhérente à la paroi postérieure. Il y a d'autres signes moins évocateurs, donc les troubles dyspeptiques. Ça veut dire quoi la dyspepsie? C'est l'inconfort abdominal. Le malade ne se sent pas à l'aise juste après donc l'alimentation. À elle seule, elle ne signifie rien. Exactement, exactement, exactement. Donc, il ne faut pas analyser la symptomatologie clinique. Non, il faut voir aussi donc l'âge du malade, les antécédents du malade. C'est là où vous demandez donc de la coloscopie. Maintenant, vous pouvez traiter, mais vous devez revoir votre malade. Un malade qui ne répond pas au traitement symptomatique, vous devez demander une coloscopie. Voilà, c'est ça. Parfois aussi, on a l'altération de l'état général, c'est ce qu'on appelle les 4 A. Anorexie, il ne mange pas bien, donc il n'y a plus d'appétit. Anémie, pâleur. Asthénie, c'est une fatigue qui ne se soulage pas par le repos, et l'amaigrissement inexpliqué. Le malade vous dit que j'ai perdu 10 kilos au bout de 2 mois. Là, il faut faire très attention. Ou bien des subs de la fièvre, ça peut être un cancer infecté. Voilà. Ça peut être aussi une complication qui peut révéler le cancer. Une sténose, une péritonite, on verra ça dans les formes compliquées. Ou bien les métastases hépatiques ou pulmonaires. Le malade fait une échographie pour une douleur abdominale et le radiologue trouve un nodule hépatique. Donc, on doit chercher l'origine de ce nodule hépatique qui est peut-être colique. Voilà, pour se résumer un petit peu, par exemple, le côlon droit, on a des diarrhées beaucoup plus de la constipation, on a de la méline, puisque le sang, il est donc digéré par la flore intestinale, et on a aussi l'anémie, on a les douleurs, le syndrome de Koenig, on peut trouver aussi une masse au niveau de la fosse iliaque droite. Par contre, le côlon gauche, on peut voir de la constipation beaucoup plus que la diarrhée, ou bien alternance constipation-diarrhée. La douleur, la rectorragie, et on peut voir aussi une masse au niveau de la fosse iliaque gauche. Alors, devant toute cette symptomatologie clinique, on voit l'âge du patient 45 ans, 50 ans, on voit que son état général est très altéré, on voit qu'il a des hémorragies, on voit qu'il a une anémie inexpliquée avec un âge de 50 ans. Là, demandez directement
minimum une rectosigmoïdoscopie ou bien une coloscopie totale, qui va bien entendu va mettre en évidence la lésion, rechercher d'autres lésions dans le côlon ou du rectum et faire des biopsies pour confirmer la nature histologique de ce cancer. Voilà. Donc, symptomatologie clinique évocatrice ou suspicion d'un cancer, on demande en coloscopie. On a de l'histologie, puisque le diagnostic de tous les cancers est histologique et anatomopathologique. Maintenant, parfois, l'endoscopiste vous dit que je ne peux pas accéder en amont de la tumeur. Dans ce cas-là, on peut demander un lavement baryté pour savoir, parce que la tumeur est sténosante, donc pour savoir qu'est-ce qu'il y a en amont de cette tumeur-là. Donc, anciennement très demandé, actuellement, il est supplanté par exemple le scanner et le coloscanner. Par exemple, ici, on voit très bien une image pathognomonique d'un cancer du sécom, ce qu'on appelle l'image en trognon de pomme. Il y a une image de soustraction, livrant au passage d'un pertuis ou bien une lumière qui est rétrécie irrégulière. Donc, c'est comme un trognon de pomme. Ça, c'est un cancer, rien à dire. Ou bien on voit ici donc multitude de polypes parsemés dans des images euh, euh, claires au niveau du côlon. Là, ça veut dire qu'il y a donc de la polypose. On a aussi ce qu'on appelle le coloscanner. C'est un scanner avec reconstruction tridimensionnelle, ce qu'on appelle la coloscopie virtuelle. C'est-à-dire, grâce à ce scanner-là très sophistiqué, on peut faire des images de reconstruction tridimensionnelle et à la fin, on aura ce type d'image-là. Hein, on aura ce type d'image-là. Par exemple, ici, ça ce sont des images de reconstruction. Voilà. Donc, et on demande un coloscanner dans le bilan d'extension aussi si la tumeur est sténosante. On ne demande pas un lavement baryté, on demande un coloscanner. Donc, on va voir un côlon virtuellement. Voilà la coloscopie virtuelle. C'est un scanner couplé à un lavement baryté avec des images de tridimensionnelles. Le bilan d'extension. À chaque fois qu'on pose un diagnostic d'un cancer, on doit savoir les limites de ce cancer, l'extension de ce cancer. Sur le plan local, c'est-à-dire dans la lumière et la paroi colique, sur le plan régional, les organes de voisinage, et là c'est en fonction du siège du cancer, et à distance, c'est-à-dire les méta-hépatiques et pulmonaires. Le bilan d'extension, il est clinique, paraclinique et les marqueurs tumoraux. Cliniquement, on cherche une masse abdominale. Toujours les masses, ça veut dire que la tumeur elle a pris du volume. On cherche aussi une hépatomégalie métastatique, ça se sent que la tumeur elle est métastasée. On cherche de l'acide. Parfois, elle est liée à la dénutrition par hypoalbuminémie, mais aussi elle peut être liée. Les 3A, c'est amaigrissement, anémie, asthénie. Voilà. En général, l'acide aussi, ça peut être la dénutrition, mais également la carcinose. La carcinose, il y a des implants de cancer parsemés dans toute la cavité péritoniale. C'est l'extension métastatique péritoniale. On cherche aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ganglion susclaviculaire gauche, qui est le ganglion de Troisier. Ça veut dire qu'on est au stade 4. Ça veut dire qu'on est au stade final. Rien à faire pour ce malade. Juste un traitement palliatif. Et on fait aussi le toucher rectal à la recherche d'une autre localisation rectale. Et aussi, on peut palper un nodule de carcinose péritoniale dans le Douglas. Donc, le Douglas, c'est un repli péritonial déclive dans le pelvis. S'il y a un nodule très dur au niveau du Douglas, quand on fait un toucher rectal, on peut toucher ce nodule-là. Voilà. On fait aussi, pour le bilan d'extension, un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche de méta pulmonaire, de méta hépatique, de métastase péritoniale, de l'acide et aussi l'extension régionale. Un cancer au niveau de l'angle codique droit peut infiltrer le duodénum, le rein, le foie, la vésicule biliaire.
un cancer de l'angle colique gauche, il peut infiltrer le rein, la rate, euh, euh, la queue du pancréas, etc., etc. L'IRM, elle est demandée qu'en cas de métastase hépatique, c'est tout. Bon, pour ce qui est des autres métastases osseuses et cérébrales, donc s'il y a des signes, euh, c'est-à-dire s'il y a des symptômes céphalées, on demande un scanner, voire une IRM cérébrale. S'il y a des fractures pathologiques ou bien douleurs osseuses, on demande la scintigraphie. Mais sinon, les cancers digestifs ne donnent que rarement des méta-osseuses ou péritoniales. Le PET scan, ce qu'on appelle tomographie par émission de positons ou de positrons, c'est quand il y a des récidives et de métastases. D'accord, voilà. Les marqueurs tumoraux, on a deux marqueurs dans les cancers digestifs. On a les CA19-9 et on a les ACE. Les ACE, c'est pour tous les adénocarcinomes digestifs. Donc, il est peu sensible et peu spécifique. Par contre, le CA19-9, il est donc le marqueur donc, euh, avec lequel on surveille en post-opératoire notre qualité chirurgicale. Ça veut dire quoi? Si on opère un cancer du côlon et que le malade en préopératoire, il avait des CA19-9 trop élevés, c'est donc on a fait une chirurgie correcte, radicale, carcinologique. Normalement, les CA19-9 donc deviendront normaux. Voilà. Maintenant, plus tard, si les CA19-9 augmentent, ça veut dire qu'il y a soit des métastases, soit donc de la récidive. Voilà l'intérêt des marqueurs tumoraux. Est-ce clair ou pas? Pour ce qui est des formes cliniques, on a bien entendu, ça c'est important aussi, les formes cliniques, on a les formes infracliniques. Infracliniques, ce sont les formes de dépistage. Un sujet dans un contexte familial, son frère, sa sœur, etc., elle avait un cancer, on demande une coloscopie, on trouve un polype vileux ou on fait des biopsies, ah, on découvre un cancer. Donc généralement, c'est ça. Et ce sont des cancers de très bon pronostic puisqu'on a dépisté le cancer à un stade précoce. Par contre, il y a aussi les formes compliquées et évolutives. Donc, on a la première complication, c'est l'occlusion. On avait dit que le cancer, il augmente de taille, il va occuper tout d'abord une hémiscirconférence. Par la suite, c'est toute la circonférence. Et dans ce cas-là, il devient sténosant en piston. Et donc là, il va fermer la lumière et on tombe dans l'occlusion. L'occlusion codique tumorale, c'est une occlusion intestinale aiguë basse, généralement progressive. Elle est progressive, c'est-à-dire distension abdominale, un arrêt des matières et des gaz précoce et des vomissements tardifs. On demande un abdomen sans préparation, on découvre les niveaux hydroaériques de type colique à niveau large, beaucoup plus haut, large que haut, peu nombreux et sans périphérique. Et parfois, s'il y a des niveaux hydroaériques donc associés, ça veut dire que le problème peut être au niveau du côlon droit. Dans ce cas-là, on demande généralement un scanner dans le cadre de l'urgence qui va confirmer, c'est-à-dire pas histologiquement, c'est-à-dire la nature tumorale de l'obstacle, le siège de l'obstacle, c'est-à-dire les dimensions de la distension colique. Pourquoi? Parce qu'il y a des cancers, par exemple, on verra ça dans les perforations diastatiques, par exemple, un cancer au niveau du sigmoïde, le côlon droit, il va lutter, il va se distendre, se distendre, se distendre, jusqu'à parfois la perforation. Et on parle de ce qu'on appelle la perforation diastatique, c'est-à-dire la perforation à distance de la tumeur. La tumeur, elle est au niveau du côlon gauche, mais la perforation, elle est au niveau donc du sécom, puisque le côlon, il a souffert, il est distendu, et à la fin, il est perforé. Voilà. Dans ce cas-là, il y a une prise en charge, bien entendu, chirurgicale. Voilà, ici, c'est un niveau hydroaérique colique, rien à dire. On trouve un seul niveau hydroaérique. On va très bien aussi. Donc, il n'y a pas de niveau grillique là.
Il n'y a pas de niveau grélique. Et aussi, le plus important dans les occlusions, c'est que vous devez regarder le rectum. Le rectum. Ici, le rectum n'est pas injecté. Et c'est valable pour tous les occlusions. Si vous voyez ici, il n'y a pas d'air au niveau du rectum, ça veut dire que vous avez un malade en occlusion. Donc, il y a ici une image d'arrêt. L'air ne passe pas. Donc, dans le rectum, il est opaque, il n'y a pas d'air dans le rectum. Et dans ce cas-là, on est devant une occlusion authentique. Et là, ça peut être, bien entendu, une tumeur qui obstrue le côlon sigmoïde. Voilà. Les perforations, on a deux types de perforations. On a la perforation in situ, c'est-à-dire que le cancer, il creuse dans la paroi du côlon et à la fin, il atteint la séreuse, il ouvre la séreuse. C'est comme l'ulcère perforé, il y a aussi des cancers perforés. Donc, quand il perfore, donc, il y a des matières fécales qui sortent autour de ce cancer-là. On trouve ce qu'on appelle un abcès périmyoplasique, de l'abcès autour de ce cancer, ou bien carrément, il y a une péritonite. Le deuxième type de perforation, c'est la perforation diastatique. Le cancer, il est au niveau donc, du sigmoïde. Donc, le côlon droit, il va souffrir, il va se distendre, et par la suite, arriver à un moment donné, donc le diamètre, donc 12 à 4 cm maximum du sécom, et ici, il y aura une perforation sécale. C'est la perforation diastatique. Le cancer est au niveau du côlon gauche, mais la perforation est au niveau du côlon droit. Voilà. Les fistules, tout cancer qui augmente de taille, il va donc fistule, ça veut dire communication entre deux structures. Première structure, donc un organe de voisinage. Fistule entérocutanée avec la peau, fistule interne avec l'estomac, pour le côlon transverse par exemple, le sigmoïde avec l'utérus, le vagin, etc. avec la vessie, c'est en fonction de la localisation. Voilà, les formes topographiques. Donc, on en a parlé déjà. Par exemple, le cancer du sécom, il donne une masse au niveau de la fosse iliaque droite, un syndrome de Koenig, des mélinas, de l'anémie. L'anémie, elle est très fréquente dans le cancer du côlon droit. Voilà, et un syndrome de Koenig. Le cancer de l'ongle colique droit, par exemple, donc c'est la localisation la plus méchante. Pourquoi? Parce que donc, il infiltre les organes de voisinage. Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'ongle colique droit? Il y a le duodénum, il y a le rein, il y a les voies urinaires, il y a le foie, il y a la vésicule biliaire. Donc, toutes ces structures anatomiques peuvent être infiltrées par ce cancer. Le côlon transverse, donc, il est généralement à côté de l'estomac. Donc, la virole, c'est comme un anneau. Donc il est sténosant généralement et c'est l'occlusion, ou bien il y a une infiltration du pancréas ou de la rate. Il peut aller jusqu'à la rate, le transverse. Le cancer de l'ongle colique gauche, il peut infiltrer donc la rate, il peut infiltrer le rein, il peut infiltrer l'estomac, il peut infiltrer, bien entendu, donc la queue du pancréas. Le cancer du sigmoïde, on en a parlé tout à l'heure, c'est notre type de description. On peut avoir aussi donc, les cancers multiples. Un sécom, un cancer du sécom, plus un cancer du sigmoïde, par exemple. C'est pour cette raison qu'on doit faire une coloscopie totale. Si elle n'est pas faisable, on demande soit un lavement barité ou bien un coloscanner avec ce qu'on appelle donc, la coloscopie virtuelle. On en a parlé déjà tout à l'heure. Pour ce qui est donc des formes avec métastase hépatique, ça c'est très important, vous devez le retenir pour votre vie professionnelle. Donc les métastases hépatiques des cancers colorectaux font l'exception de toutes les métastases des cancers digestifs. Ça veut dire quoi? Dans le temps, la présence des métastases hépatiques avec un cancer du côlon, on dit au malade, malheureusement, vous êtes condamné, monsieur. Actuellement, non. Donc, il y a toujours de l'espoir. Donc, on peut réséquer ces métastases hépatiques, on peut faire de la chimiothérapie, on peut réduire le nombre, on peut réduire la taille de ces métastases hépatiques et on peut même couper ou bien réséquer une partie du foie. Pourquoi? Parce que le foie est le seul organe de l'organisme qui peut régénérer.
C'est-à-dire, on peut faire une hépatectomie droite, on coupe la moitié du foie et au bout d'une année, on aura un foie entier. C'est ça le plus important dans les méta-hépatiques des cancers colorectaux. On a les métasynchrones au moment du diagnostic ou bien les métachrones, donc en dehors, c'est-à-dire après 6 mois de la chirurgie radicale. Voilà cette image-là, par exemple, c'est un peu spécialisé, mais pour vous montrer, par exemple, euh, les différents types de méta. Ici, classe 1, il y a une seule méta, donc on peut facilement la réséquer. Et on est toujours carcinologique. Ici, on a deux méta, donc au niveau du lobe gauche, le segment 4, et on a des méta au niveau du segment 6 et 7, mais on a le segment, une grande partie du foie qui est libre. Donc, on peut couper ici, on peut couper ici, et donc cette partie du foie, elle va régénérer par la suite. Aussi, là, on a le lobe gauche qui est totalement épargné, mais le foie droit, il est totalement bouffé par le cancer. On peut couper là et on aura une augmentation du volume du foie lobe gauche. Là, il faut de la chimiothérapie associée à la chirurgie. Ici, rien à dire. Il y a tout le foie. Il est bouffé par les métas. Ce sont des métas non résécables et rien à faire pour ce malade. Mais pour les stades facilement résécables et potentiellement résécables, il y a de l'espoir. Les formes, le diagnostic différentiel. À droite, on a la tuberculose, on a l'appendicite à forme tumorale. C'est une tumeur appendiculaire qui sécrète du mucus. Donc, quand on voit l'appendice, il est augmenté de taille. Oui. La transplantation hépatique dans les méta-hépatiques, malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, donc elle est réservée beaucoup plus pour les carcinomes hépatocellulaires, pour par exemple l'atrésie des voies biliaires pour les enfants, etc. Mais vu il y a donc la pénurie de greffe, on greffe exceptionnellement les malades avec méta-hépatique. Voilà. On greffe exceptionnellement. On n'a que la chirurgie de résection, voire donc associée à la chimiothérapie. On a aussi le plastron appendiculaire, vous avez fait l'appendicite, il y a des organes de voisinage, l'épiplon, l'utérus, l'annexe, le grêle qui couvre l'appendice, donnant ainsi, oui, classification des méta. Donc on avait dit, je reviens, on avait dit méta facilement résécable, un seul nodule, donc on peut réséquer ici et on est tranquille. Potentiellement résécable, ça veut dire qu'on doit associer de la chimiothérapie pour réduire le nombre et la taille des méta. Par la suite, on intervient chirurgicalement. Il y a toujours de l'espoir. Mais ici, classe 3, tout le foie, il est bouffé, il est truffé de méta. Rien à faire pour ce malade. On n'a que la chimiothérapie palliative. C'est un peu compliqué, mais on peut discuter ça. Si vous voulez venir au service ou par mail, on peut vous expliquer ça en détail. À gauche, on a donc la sigmoïdite diverticulaire comme diagnostic différentiel, donc qui peut être sténosé, qui peut être donc perforé aussi. C'est mimant ainsi donc un cancer du sigmoïde. Oui, les occlusions digestives basses, syndrome occlusif bas, il pose un problème de diagnostic différentiel avec le volvulus du côlon pelvien, avec le volvulus du sécant. Volvulus, ça veut dire torsion, et l'invagination intestinale aiguë. Je vous ai montré ici une image d'invagination. Ça veut dire qu'il y a un télescopage d'un segment intestinal dans un autre. Donc, on a ce qu'on appelle intissusception ou bien le télescopage. Une once grillique qui rentre dans une autre once. C'est ça, l'invagination, elle est très fréquente chez l'enfant. Les infections aussi, pour les cancers infectés, ce qu'on appelle les cancers paranéoplasiques, les abcès paranéoplasiques, c'est une suppuration annexielle et les sigmoïdites avec abcès. Et les fistules, hein. Alors, est-ce que c'est clair jusque-là? Parfait. Le traitement. Vous devez connaître donc les bases du traitement. Pas le traitement, il est très spécialisé. Le traitement du cancer du côlon, il est essentiellement chirurgical. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de guérison.
mais peut être associé à la chimiothérapie dans certains cas. Il y a des indications bien précises. Le syndrome de Koenig, c'est une subocclusion spontanément résolutive. Le malade, il va vous faire un arrêt de transit, arrêt des matières et des gaz, parfois des vomissements. Donc, on admet ces malades dans le cadre de l'urgence et par la suite, le malade il fait une débâcle diarrhéique. Donc, la levée de l'obstacle, elle est spontanée, pas instrumentale ou chirurgicale. C'est ça le syndrome de Koenig. C'est une subocclusion spontanément résolutive. Il fait de l'arrêt des matières et des gaz, il va faire des coliques spasmodiques, paroxystiques, et par la suite, il fait des diarrhées, une débâcle. C'est ça le syndrome de Koenig. On le retrouve dans le cancer du côlon droit et on le retrouve dans la maladie de Crohn iléosécale. Je passe au traitement. Le traitement, il est multidisciplinaire, essentiellement chirurgical, parfois de la chimiothérapie. C'est pour ça qu'on doit faire ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, où on doit associer minimum un chirurgien, un oncologue et un gastro-entérologue pour discuter le projet thérapeutique de ce malade. Bien entendu, le but, c'est quoi? C'est de réséquer la tumeur en étant carcinologiquement possible. Ça veut dire quoi? Satisfaire une chirurgie carcinologique. Ça veut dire qu'il faut couper en zone saine. Il y a des marges requises. Par exemple, pour le côlon, vous devez avoir 5 cm minimum de part et d'autre de la tumeur. Et on doit faire un curage ganglionnaire. On doit emporter les ganglions qui drainent ce cancer. C'est ça la chirurgie carcinologique. Et une fois on a coupé le cancer, il nous reste un autre problème, c'est le rétablissement de la continuité digestive. On doit, bien entendu, donc rétablir donc, le transit intestinal. Parfois, il est possible, on peut suturer, on fait ce qu'on appelle l'anastomose. Parfois, malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'on est dans le cadre de l'urgence, parce que le côlon il est plein de matière fécale, on risque que les cétures ne tiennent pas, parce que le malade est très fragile. Dans ce cas-là, on fait la colostomie. On résèque et on fait la colostomie et on fait le rétablissement 2 à 3 mois plus tard. Et bien sûr, le but du traitement, c'est d'éviter les complications, la perforation, la sténose, les méta-hépatiques. Et aussi, quand on fait une chirurgie selon les règles de l'art, le malade ne fait pas de récidive, sauf si la tumeur, elle est vraiment évoluée. Voilà. Le traitement chirurgical carcinologique ou bien radical, comme je vous ai dit, il faut réséquer le cancer avec les ganglions lymphatiques, ce qu'on appelle le curage lymphatique, et avec des marges saines, coupées en zones saines. Par la suite, la chimiothérapie adjuvante. Ça veut dire quoi adjuvante? Ça veut dire après la chirurgie radicale. Dans le cancer du rectum, vous avez la radiothérapie néoadjuvante. Néoadjuvant, ça veut dire avant la chirurgie radicale. C'est clair. Par la suite, on a aussi malheureusement le traitement palliatif. Parfois, le cancer est tellement évolué, le cancer est avec des méta-hépatiques classe 3 non résécables, là, il ne reste qu'un traitement palliatif. Pourquoi on diffère 2 à 3 mois plus tard, laisser le malade récupérer un petit peu, il va s'alimenter, il va, bien entendu, on va le rebooster ou bien le retaper par une alimentation riche en protéines, et puisque l'anastomose parfois ne tient pas, si le malade est fatigué, si le malade donc il est en état général très altéré, si on fait l'anastomose et avec un malade très fatigué, donc l'anastomose, elle va lâcher et le malade, elle va compliquer. Donc, 2 à 3 mois, le malade, elle va se reposer. Il y a quand même une autre anesthésie générale. Parfois, dans les 2 à 3 mois, il peut faire de la chimiothérapie adjuvante, etc., etc. Vous m'écoutez là? Voilà. Oui. Donc, le traitement palliatif, il est chirurgical. Parfois, on résèque la tumeur pour les soins de confort, mais pas pour guérir le malade.
Par exemple, un cancer qui est perforé, une péritonite, etc., on ne peut pas laisser ce cancer, malgré c'est un stade avancé. Malgré que c'est un stade avancé, mais on doit réséquer la tumeur, mais on n'est pas carcinologique.